C'était un dimanche matin comme les autres. L'odeur du café frais moulu embaumait mon petit appartement en banlieue lyonnaise. Mes chaussons usés tenaient à peine le coup, et le son discret du tirage du loto résonnait depuis la télévision. Mon mari, Julien, achetait des billets depuis des années sans jamais rien gagner. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Il a déboulé dans la cuisine, tel un ouragan, les yeux exorbités, agitant un papier en criant « J'ai gagné ! 18 millions d'euros !» Au début, j'ai ri, pensant à une mauvaise blague. Puis j'ai vu ses mains tremblantes et sa mère, Catherine, derrière lui, les yeux brillants d'émotion. Je suis restée paralysée. Julien et moi étions ensemble depuis 10 ans. Nous avions traversé tant d'épreuves. La crise économique qui avait failli nous laisser sur le carreau, la maladie de mon père, ces mois où il avait été au chômage. Toujours unis, ou du moins c'est ce que je croyais. Je n'arrive pas à y croire, ai-je murmuré en m'approchant pour voir le billet. Mais Julien a reculé, comme si j'étais une étrangère, comme si j'allais le lui arracher. J'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose de froid, de calculateur. « Catherine, tu as vu ça ? On est riche !» s'est-il exclamé en m'ignorant complètement. Sa mère a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle ne m'avait jamais vraiment appréciée. Elle avait toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour son fils, moi qui travaillais dans une galerie d'art alors que lui était ingénieur. « Enfin, mon fils, maintenant tu vas pouvoir avoir la vie que tu mérites », a dit Catherine en me jetant un regard méprisant. En l'espace de quelques heures, l'homme que je croyais connaître s'est transformé sous mes yeux. Tandis que j'essayais d'assimiler la nouvelle, lui faisait déjà des plans. Il a appelé ses amis, son frère, et même son patron pour lui annoncer sa démission. Tout cela sans me consulter, comme si je n'existais pas, comme si notre histoire ne comptait plus. Quand j'ai essayé de lui parler, de nous asseoir pour réfléchir calmement, il a explosé. « Tu n'auras pas un centime. Tu ne m'as jamais aimé. Tu n'attendais que ça, un gros chèque. » Je suis restée figée pendant que sa mère intervenait. « Débarrasse-moi de cette profiteuse. » Je n'en croyais pas mes oreilles. « Julien, qu'est-ce que tu racontes ? Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Nous avons construit une vie. » Mais il n'écoutait déjà plus. Il a commencé à rassembler mes vêtements, mes livres, mes affaires, et à les jeter dans des sacs poubelles. Il les a balancés dans le jardin devant notre maison, cette maison que nous avions choisie ensemble, que nous avions peinte ensemble, où nous avions rêvé de fonder une famille un jour. Mes genoux ont fléchi et je l'ai supplié de parler. Mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont les derniers mots de Julien avant qu'il ne claque la porte. Maintenant que je suis riche, je peux enfin me débarrasser de toi. Le pire n'a pas été la trahison, mais la rapidité avec laquelle tout s'est passé. Des années de vie commune réduites à un instant de cruauté. Sans avertissement, sans discussion. Seulement le son des rires à l'intérieur de la maison pendant que j'étais dehors, tremblante sous le soleil lyonnais qui semblait soudain trop brillant, trop chaud, comme s'il se moquait de mon malheur. Et puis, le bruit de la porte qui se ferme, enfermant une décennie d'amour, de mensonges et de tout ce qui se trouvait entre les deux. Les voisins regardaient par leurs fenêtres. Madame Dubois, qui me saluait toujours quand elle arrosait ses géraniums, a fermé ses rideaux quand nos regards se sont croisés. Le petit Thomas, le fils des Martin, me regardait depuis son vélo avec une curiosité enfantine, sans comprendre pourquoi la femme qui lui offrait toujours des bonbons pleurait au milieu de la rue, des sacs poubelles à ses pieds. J'ai appelé Anne, ma meilleure amie depuis la fac. Elle est arrivée en moins d'une demi-heure. Elle m'a aidée à ramasser mes affaires. Nous les avons chargées dans sa petite Renault Clio. Et nous sommes partis. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. Si je l'avais fait, je me serais complètement effondrée. « Tu resteras avec moi aussi longtemps que tu en auras besoin », a dit Anne en conduisant dans ces rues que je connaissais si bien, des rues qui semblaient désormais appartenir à une autre vie, à une autre personne. Cette nuit-là, allongée sur le canapé d'Anne, le regard fixé au plafond, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Comment l'argent pouvait-il changer une personne à ce point ? Ou peut-être ne l'avait-il pas changée, mais avait-il simplement révélé qui elle était vraiment ? Le téléphone a sonné plusieurs fois. Des amis communs, des collègues, même ma sœur depuis Paris. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Julien avait gagné au loto et m'avait mise à la porte. Une histoire croustillante pour les commérages du quartier. Je n'ai répondu à aucun appel. Je n'avais pas la force d'expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même.
Anne m'a apporté une tasse de tilleul et s'est assise à côté de moi en silence, respectant ma douleur, ma confusion. « Demain est un autre jour », a-t-elle finalement dit avant d'aller se coucher. Mais je savais que non. Que plus rien ne serait pareil. Que le lendemain apporterait plus de questions, plus de douleur, plus d'humiliation. Et la question qui me tourmentait le plus, comment n'avais-je rien vu venir? Comment n'avais-je pas remarqué que l'homme avec qui je partageais ma vie, mon lit, mes rêves, pouvait me trahir de manière si brutale, si rapide? L'argent. Ça avait toujours été l'argent. Ou peut-être pas. C'était peut-être quelque chose de plus profond, de plus sombre. Quelque chose qui était resté latent pendant des années, attendant le bon moment pour faire surface. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Et quand l'aube a commencé à filtrer à travers les rideaux d'Anne, j'ai pris une décision. Je n'allais pas m'effondrer. Je n'allais pas disparaître. J'allais me battre. Pour ma dignité. Pour ce qui était juste. Pour découvrir la vérité derrière cette explosion de cupidité qui avait détruit ma vie en quelques heures. Je suis retournée dans le petit studio que j'avais gardé à mon nom, un espace dans le quartier de la Croix-Rousse que j'utilisais comme atelier pour mes peintures. Il était plein de poussière, de toiles à moitié terminées, et de silence qui pesait comme des pierres tombales. Les nuits étaient le pire. Le vide du lit, l'absence de sa respiration, le fantôme de ce que nous avions été. Juridiquement, il y a peu de choses à faire, m'a expliqué Lucie, mon avocate, alors que nous prenions un café sur une terrasse près du musée des Confluences. Le soleil de février était trompeur, chaud, mais sans force, comme mon moral. Julien a tout à fait le droit de demander le divorce, et s'il a gagné au loto après votre séparation de fait, cet argent est à lui. Mais il n'y a pas eu de séparation, ai-je protesté. Il m'a chassée de la maison sans préavis, comme si j'étais une intruse. Lucie a soupiré. Je sais, Hélène, et c'est horrible, mais légalement, elle n'a pas terminé sa phrase. Ce n'était pas la peine. Nous savions toutes les deux que la loi ne protège pas toujours de la douleur, de l'injustice quotidienne, de la trahison. Les jours se sont confondus. J'ai trouvé un travail temporaire dans une petite maison d'édition, à corriger des textes. J'évitais les amis communs, les endroits que nous fréquentions ensemble. Les halles Paul Bocuse, où nous achetions nos fruits le samedi. Le cinéma Le Comédia, où nous avions vu notre dernier film. Les quais du Rhône, où nous nous étions promenés tant de fois au crépuscule. La nuit, quand l'insomnie me tenait éveillée, je revivais ce matin encore et encore. La rapidité avec laquelle tout avait changé. La froideur dans ses yeux. Le mépris dans sa voix. Quelque chose ne collait pas. Julien n'avait jamais été doué pour cacher ses émotions. Il était impulsif, oui, mais ça semblait répété. Et Catherine, sa mère, avait un sourire ce matin-là, comme un chat observant un oiseau piégé. Une semaine plus tard, j'ai décidé de vérifier moi-même le site du loto. Je ne m'attendais à rien trouver, je voulais juste connaître les numéros. Mon estomac s'est noué. Le numéro gagnant était différent, complètement différent. C'est à ce moment-là que le soupçon a pris racine. Julien avait-il vraiment gagné? Ou tout cela n'était-il qu'une farce tordue? Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage, son expression en me jetant dehors. Maintenant que je suis riche, je peux enfin me débarrasser de toi. Les mots se répétèrent dans ma tête comme un écho malveillant. Le lendemain, je me suis rendue au bureau de tabac où il achetait toujours ses billets. C'était sur la rue de la République, près de son travail. Le buraliste, Pascal, nous connaissait depuis des années. « Bonjour Pascal », ai-je salué, en essayant de garder une voix normale. « Hélène, ça fait un bail qu'on ne t'avait pas vue par ici », a-t-il répondu avec un sourire. C'était un homme plus âgé, aux cheveux grisonnants et avec des lunettes qui glissaient toujours sur son nez. « Oui, j'ai été occupée », ai-je dit, ne sachant pas comment aborder le sujet. « Dis-moi Pascal, est-ce que Julien est venu ici avec un billet gagnant ?» Pascal m'a regardé, confus. Il est venu en hurlant qu'il avait gagné, mais je lui ai dit que ce n'était pas les bons numéros. Je lui ai même montré sur l'écran. Il est parti fou de rage. Mon cœur battait la chamade. Il avait menti. Il n'avait jamais gagné. Tout s'est mis en place. Il avait monté toute cette comédie pour se débarrasser de moi sans bataille juridique. En se faisant passer pour un homme soudainement riche, il pouvait me chasser, m'humilier
et me faire sentir impuissante. Catherine était aussi dans le coup. Sa voix résonnait à nouveau. « Débarrasse-moi de cette profiteuse !» Ils essayaient de m'effacer de sa vie, et ils avaient utilisé la cupidité et la honte comme armes. Je suis sortie du bureau de tabac les jambes tremblantes. J'avais besoin de m'asseoir, de respirer, de réfléchir. J'ai trouvé un banc dans le parc de la Tête d'Or et je me suis effondrée dessus. Des familles passaient, des enfants jouaient, des touristes prenaient des photos. La vie continuait, indifférente à ma découverte, à ma douleur, à ma rage. Car maintenant, c'était de la rage qui bouillonnait en moi. Pas pour l'argent, mais pour la trahison. Il m'avait fait douter de ma propre valeur. Il m'avait fait supplier. Et tout n'était qu'un mensonge. Je me fichais du loto. Je voulais retrouver ma dignité. Je voulais la vérité. Et je l'obtiendrais. Mais d'abord, il me fallait un plan. Je ne pouvais pas simplement le confronter. Julien était manipulateur. Et avec sa mère pour le soutenir, il pourrait retourner la situation, me faire passer pour la folle, la femme bafouée, l'ex-épouse amère qui ne pouvait accepter la fin de son mariage. J'ai appelé Anne ce soir-là. « Je ne comprends pas », a-t-elle dit après avoir écouté mon récit. « Pourquoi ferait-il une chose pareille ? Qu'est-ce qu'il gagne à prétendre qu'il a gagné au loto ? La liberté, ai-je répondu. La liberté sans culpabilité. S'il était le méchant de l'histoire, celui qui me quitte pour une autre, ou parce qu'il ne m'aime plus, il passerait pour le salaud. Mais si je suis l'intéressée, celle qui n'était avec lui que pour l'argent, alors il est la victime. Et tout le monde le plaindra, le soutiendra. C'est tordu, a murmuré Anne. C'est calculateur, ai-je corrigé. Et il a sa mère derrière lui, qui orchestre tout. Elle ne m'a jamais aimée. Elle a toujours pensé que Julien pouvait aspirer à mieux qu'une simple galeriste. Nous avons passé la nuit à élaborer un plan. Je ne voulais pas de vengeance. Pas exactement. Je voulais la justice. Je voulais que la vérité éclate. Je voulais que tout le monde sache qui était vraiment Julien. L'ingénieur respectable, le fils dévoué, le mari apparemment parfait. Les jours suivants furent frénétiques. J'ai rassemblé des preuves. J'ai de nouveau parlé à Pascal. Je lui ai demandé de m'écrire une déclaration sur ce qui s'était passé. J'ai contacté des voisins qui avaient été témoins de mon humiliation publique. J'ai fouillé dans nos comptes joints, dans les messages que je conservais encore. Pendant ce temps, j'ai recommencé à peindre. La douleur, la rage, la confusion, tout était canalisé à travers mes pinceaux. J'ai créé des tableaux sombres, intenses, pleins d'émotions brutes. Mon patron à la galerie, Martin, s'y est intéressé. « Il y a quelque chose de différent dans ton travail, Hélène », a-t-il commenté un après-midi, observant une toile où j'avais représenté une figure féminine fragmentée, brisée mais en pleine reconstruction. « Il y a de la douleur, oui, mais aussi de la force, de la résistance. C'est ce que je suis maintenant », ai-je répondu simplement. Martin m'a offert une place dans la prochaine exposition collective. « Ton histoire, ton art, ça parlera à beaucoup de gens », a-t-il dit. Et ainsi, pendant que Julien croyait m'avoir détruite, je renaissais. Chaque jour qui passait, je me sentais plus forte, plus déterminée. La femme tremblante qui avait ramassé ses affaires dans des sacs poubelles n'existait plus. À sa place, une nouvelle personne émergeait, quelqu'un qui n'avait pas peur d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner dans un café près de mon atelier, j'ai vu Catherine. Elle était seule, achetant du pain à la boulangerie d'en face. Sans réfléchir, je me suis levée et j'ai traversé la rue. « Bonjour Catherine », ai-je salué calmement. Elle a sursauté en me voyant. Pendant un instant, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Puis, elle s'est ressaisie. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-elle lancé. « Savoir pourquoi ?» ai-je répondu simplement. « Pourquoi monter toute cette comédie ? Vous me détestiez à ce point ?»« Je ne vois pas de quoi tu parles », a-t-elle dit en essayant de m'esquiver. « Je sais tout, Catherine. Je sais que Julien n'a jamais gagné au loto, que c'était un plan pour me chasser, pour m'humilier. » Son visage a pâli. « Tu es folle », a-t-elle murmuré, mais sa voix manquait de conviction. « Non, Catherine, je suis très saine d'esprit, et j'ai des preuves. Pascal du bureau de tabac m'a tout raconté. Elle est restée silencieuse, calculant ses options. Finalement, elle a parlé d'une voix basse, presque un murmure.
Tu n'as jamais été à sa hauteur. Tu ne le serais jamais. Il mérite mieux. Et c'est pour ça que vous avez eu recours à cette folie? C'est pour ça que vous avez détruit 10 ans de mariage? C'était son idée, a-t-elle répondu. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la honte dans ses yeux. Je n'ai fait que le soutenir. J'ai tourné les talons et je suis partie. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. J'avais ce que je voulais, une confession. Mais je ne me sentais pas victorieuse, seulement triste. Triste pour ce que j'avais perdu, pour ce que je n'avais jamais vraiment eu, pour le mensonge qu'avait été mon mariage. 2 semaines ont passé. Je n'ai dit à personne ce que j'avais découvert. Je voulais voir ce que Julien ferait ensuite. Je me suis consacrée à mon travail à la maison d'édition, à mes peintures, à reconstruire ma vie morceau par morceau. Anne me rendait souvent visite, inquiète de mon silence. « Tu ne vas rien faire ?» m'a-t-elle demandé un après-midi alors que nous partagions une bouteille de vin sur mon petit balcon. « Tu as des preuves, Hélène. Tu pourrais le détruire. Il est déjà en train de se détruire tout seul. » ai-je répondu. Et c'était vrai. D'après ce que j'avais entendu, Julien avait commencé à s'absenter du travail. Il avait annulé sa participation au projet qui le passionnait tant. Il était devenu imprévisible, nerveux. « Les mensonges ont les jambes courtes », ai-je ajouté, citant le proverbe que ma grand-mère répétait souvent. Et puis c'est arrivé. Un après-midi, alors que je nettoyais mes pinceaux, j'ai entendu des coups violents à ma porte. Des coups désespérés, furieux. Mon cœur s'est accéléré. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir. Julien était là, hurlant, le visage rouge, frappant ma porte comme un possédé. « Tu me l'as volé! Où est-il » J'ai ouvert la porte lentement, le cœur battant à tout rompre. « De quoi parles-tu » ai-je demandé, froide comme la glace. Il semblait fou. Ses cheveux, toujours parfaitement coiffés, étaient en désordre. Sa chemise, froissée. Ses yeux, injectés de sang. « L'argent, il a disparu. Il devrait être là. Quelqu'un l'a réclamé. J'ai donné mon billet à un ami avocat pour qu'il le vérifie, et maintenant je ne le trouve plus. » C'était presque comique. Il n'avait jamais gagné. Mais maintenant, il poursuivait un mensonge avec une telle force qu'il y croyait lui-même. Catherine était derrière lui, non plus arrogante mais terrifiée. Elle a sifflé « Tu as tout planifié. Tu l'as trompée, sorcière envieuse. » L'ironie m'a fait rire. « Il n'y a jamais eu d'argent, » ai-je chuchoté. « Et tu m'as mise à la porte pour rien. » Julien est tombé à genoux. Il m'a regardé comme un homme qui aurait vu la mort. Mais j'étais sûre d'avoir gagné. A-t-il balbutié. Alors j'ai compris. Il voulait y croire si désespérément qu'il avait construit sa réalité autour de ça. Mais les fondations étaient une fantaisie. Et les fantaisies s'effondrent. « De quoi parles-tu » a-t-il demandé, d'une voix que je peinais à reconnaître. « Bien sûr que j'ai gagné. Je l'ai vu. Les numéros correspondaient. » « Non, Julien. Ils n'ont jamais correspondu. Pascal te l'a dit. Il t'a montré les vrais numéros. Mais tu as décidé de croire ton propre mensonge. »« Tu mens » a-t-il murmuré. Mais j'ai vu le doute dans ses yeux. « Tu es jalouse parce que maintenant je suis riche et que tu n'es toujours qu'une moins que rien. Allons au bureau de tabac, » ai-je proposé. « Tout de suite. Demandons à Pascal. Regardons les numéros gagnants de ce jour-là. » Il a pâli. Catherine s'est avancée, le saisissant par le bras. « Ne l'écoute pas, mon fils. Elle te manipule. » Mais il était trop tard. La graine du doute était plantée. Julien m'a regardé. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu l'homme que je croyais connaître. Vulnérable, confus, effrayé. « Pourquoi ferais-je une chose pareille » a-t-il demandé, plus pour lui-même que pour moi. « Pourquoi me convaincrais-je que j'avais gagné si ce n'était pas vrai ?»« Parce que tu voulais te débarrasser de moi » ai-je répondu simplement. Parce que c'était plus facile de me chasser sous le prétexte de la cupidité que d'admettre que tu ne m'aimais plus. « Ce n'est pas vrai » a-t-il protesté, mais sans conviction. « Non ? Alors explique-moi ce qui s'est passé. Explique-moi pourquoi, soudainement, après 10 ans, tu m'as jeté à la rue comme si j'étais un déchet. » Il n'a pas pu répondre. Catherine l'a tiré, essayant de l'emmener. « Allons-y, Julien. Elle est folle. Elle l'a toujours été. » Mais il a résisté. « Non, maman. Je veux comprendre. J'ai besoin de comprendre. » Ce fut un moment étrange. Tous les trois là, sur le seuil de mon petit atelier, avec la vérité flottant entre nous comme un fantôme inconfortable.
Le mensonge ne pouvait plus tenir. Il s'effritait sous nos yeux. « Tu as dit à ta mère que tu avais gagné au loto, » ai-je dit lentement, en rassemblant les pièces du puzzle. Elle t'a cru. Vous avez tous les deux vu l'occasion parfaite de vous débarrasser de moi. Pour recommencer à zéro. Pour réaliser le rêve de ta mère de te voir avec quelqu'un de mieux. Non, a nié Julien, mais sa voix manquait de force. Ce n'était pas comme ça. Non? Alors dis-moi comment c'était. Dis-moi la vérité, pour une fois. Il est resté silencieux pendant ce qui a semblé une éternité. Finalement, il a parlé. Je pensais avoir gagné. Je le croyais vraiment. Les numéros, ils semblaient être les mêmes. Et puis, quand Pascal m'a dit que non, que je n'avais pas gagné, je n'ai pas pu l'accepter. Pas après m'être fait des illusions, après avoir imaginé tout ce que je pourrais faire avec cet argent. Et moi? Où est-ce que j'entrais dans ces plans? Je ne sais pas, a-t-il admis. Et pour la première fois, j'ai vu de la honte dans ses yeux. Je suppose que tu n'y entrais pas. La vérité, crue et douloureuse. Je n'avais jamais fait partie de son avenir rêvé. Je n'avais jamais été suffisante. Va-t'en, Julien, ai-je dit finalement. Va-t'en et ne reviens pas. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de loto. Il n'y a que nous. Et ce qui reste de 10 années qui, apparemment, n'ont rien signifié pour toi. Il s'est levé lentement, comme un vieil homme. Catherine l'a tiré, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Mais il l'a ignoré. Il m'a regardé une dernière fois et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Du regret, de la culpabilité, ou simplement la réalisation de ce qu'il avait perdu, non pas pour de l'argent, mais pour un mensonge qu'il avait lui-même créé. « Je suis désolé », a-t-il murmuré, si bas que je l'ai à peine entendu. « Moi aussi », ai-je répondu, et j'ai fermé la porte. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Quelque chose avait changé en moi. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était libératrice. Je ne me demandais plus ce que j'avais fait de mal, ce que j'aurais pu faire différemment. La réponse était simple. Rien. Ce n'était pas moi. C'était lui. C'était sa mère. C'était une dynamique toxique que j'avais ignorée pendant des années. Le lendemain, Martin m'a appelé pour me dire que mon œuvre avait été sélectionnée pour l'exposition. « C'est puissant, Hélène », a-t-il dit. Cru. Honnête. Les gens vont s'y retrouver. Et ce fut le cas. L'exposition, intitulée « Mirage », fut un succès. Mes tableaux, qui dépeignaient le processus de découverte d'une vérité douloureuse, de reconstruction après la trahison, ont trouvé un écho chez beaucoup de gens. Une critique d'art local a écrit « Roland nous montre le visage du mensonge, non pas comme un monstre abstrait, mais comme quelque chose de quotidien, de domestique, de familier. Et c'est là que réside sa puissance. J'ai vendu presque toutes les pièces. J'ai reçu des offres pour exposer dans d'autres galeries. Mon nom a commencé à circuler dans le petit mais vibrant monde de l'art lyonnais. Pendant ce temps, la chute de Julien a été rapide. Le bruit a couru. Son ami avocat, qui avait soi-disant disparu avec le billet, s'est avéré être une autre invention. Il avait dépensé ses économies dans un investissement précipité, convaincu qu'il aurait bientôt des millions pour compenser. Catherine a essayé de me rejeter toute la faute, mais sa voix est tombée dans l'oreille de sourds. Amis, voisins, même son frère, tous lui ont tourné le dos. Il était devenu un avertissement, l'orgueil avant la chute. Le plus étrange, c'est que malgré tout, je ne ressentais aucune haine envers lui, seulement une profonde pitié. Il avait ruiné sa vie, sa réputation, notre mariage, tout cela pour une fantaisie qu'il aurait pu reconnaître comme telle, mais qu'il a choisi de croire, de nourrir, jusqu'à ce qu'elle le consume entièrement. Un après-midi, alors que je préparais ma prochaine exposition, j'ai reçu une lettre. C'était de Julien. Je ne l'ai pas ouverte immédiatement. Je l'ai laissée sur la table, la regardant comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Finalement, alors que le soleil commençait à se coucher, illuminant mon atelier d'une lumière dorée, je l'ai ouverte. « Hélène, disait-elle, je n'attends pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que je suis désolée. Pour tout. Pour ce que je t'ai fait. Pour ce que je nous ai fait. J'étais tellement obsédée par l'idée d'être riche, d'être quelqu'un, que j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment, ce que j'avais vraiment. Maintenant, je le vois clairement. Mais il est trop tard. Toujours tiens, Julien. » J'ai plié la lettre
et je l'ai rangé dans un tiroir. Je n'ai pas ressenti le besoin de répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Nos vies avaient pris des chemins différents, irréconciliables. Il devrait vivre avec ses décisions, avec ses mensonges. Et moi, avec ma vérité nouvellement découverte. Cette nuit-là, j'ai peint jusqu'à l'aube. Un nouveau tableau, différent des précédents, plus lumineux, plus plein d'espoir. Je l'ai intitulé « Après la tempête », parce que c'était ma vie maintenant. Un après, un nouveau départ, un horizon qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait clair, dégagé, plein de possibilités. Un mois s'était écoulé depuis ma confrontation avec Julien. Le printemps commençait à pointer à Lyon, les arbres en fleurs parfumant les rues. Mon exposition avait été un succès retentissant. 3 autres galeries m'avaient contacté pour exposer mon travail. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que ma vie allait de l'avant. Ce matin d'avril, alors que je prenais mon petit déjeuner à la petite boulangerie, un café près de mon atelier, j'ai vu Pierre, le meilleur ami de Julien depuis l'université. J'ai hésité à le saluer. Notre relation avait toujours été cordiale, mais distante. À ma grande surprise, c'est lui qui s'est approché. « Hélène, dit-il, avec une certaine gêne. « Je peux m'asseoir ?» J'ai hoché la tête, plus par curiosité que par courtoisie. Pierre a commandé un café, et pendant quelques minutes, nous sommes restés dans un silence inconfortable. « Julien va mal », lâcha-t-il finalement. « Très mal. » Je n'ai pas répondu. Qu'étais-je censée dire? Que j'étais désolée? Qu'il le méritait? Il a perdu son travail, continua Pierre. Il arrivait en retard, faisait des erreurs, se disputait avec les clients. L'autre jour, je l'ai trouvé au parc de la Tête d'Or, buvant seul à 11h du matin. « Et pourquoi me racontes-tu ça ?» demandai-je, en gardant ma voix neutre. Pierre me regarda droit dans les yeux. « Parce que je pense que tu devrais savoir que le mensonge est en train de le détruire. Il n'a plus d'amis, plus de travail, plus de dignité. La seule chose qui lui reste, c'est sa mère. Et elle fait partie du problème, complétai-je. Exactement. Elle l'enfonce encore plus. Elle lui dit que tout ça, c'est de ta faute, que tu l'as en quelque sorte ensorcelé. J'ai failli rire. C'était si absurde. Ensorcelé? On est dans un feuilleton à l'eau de rose ou quoi? Pierre sourit faiblement. Tu sais comment est Catherine. Elle a toujours vécu dans son propre monde. Un monde où je suis la méchante. Et son fils parfait ne peut rien faire de mal, ajoutai-je avec amertume. Hélène, Pierre posa sa tasse et me regarda sérieusement. Je ne te demande pas de lui pardonner. Ce qu'il t'a fait est impardonnable. Je voulais juste que tu saches qu'il en paie le prix. Je restais silencieuse, assimilant ses paroles. Je ne ressentais aucune satisfaction à savoir que Julien souffrait. Mais je ne ressentais pas non plus de pitié. C'était comme si nous parlions d'un étranger, de quelqu'un que j'avais connu dans une autre vie. « Merci de me l'avoir dit », dis-je finalement. Pierre hocha la tête, paya son café et partit. Je suis restée là, contemplant mon reflet dans la vitre. Qui était cette femme qui regardait avec tant de calme l'effondrement de celui qui avait été son compagnon pendant une décennie? La trahison m'avait-elle tant endurcie? Cet après-midi-là, alors que je peignais dans mon atelier, j'ai reçu un appel qui allait tout changer à nouveau. C'était Sophie, la petite sœur de Julien. Nous n'avions jamais été proches. Elle avait toujours été sous l'influence de Catherine, mais sa voix semblait angoissée. « Hélène, c'est Julien. Il est à l'hôpital. » Mon cœur fit un bond. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un accident. Il conduisait et... Sa voix se brisa. Les médecins disent qu'il est stable, mais il a perdu beaucoup de sang. Un accident? Répétai-je, sentant un nœud dans mon estomac. Il avait bu, Hélène. Beaucoup trop bu. Il a grillé un feu rouge et... Sophie prit une profonde inspiration. Il a demandé à te voir. Il n'arrête pas de répéter ton nom. Je restais paralysée. Le voir, après tout ça, une partie de moi voulait refuser. Dire à Sophie que ce n'était plus mon problème. Que Julien avait renoncé à tout droit sur mon temps, mon inquiétude, ma vie, le jour où il m'avait jetée à la rue. Mais une autre partie, une que je croyais enterrée sous des couches de douleur et de ressentiment, s'agita. 10 ans ne s'effacent pas d'un coup de baguette magique, peu importe la douleur de la trahison. « Dans quel hôpital est-il » demandai-je finalement. « À l'hôpital de la Croix-Rousse » répondit Sophie, avec un soulagement évident dans sa voix. « Merci, Hélène.
L'hôpital était un immense complexe. Le taxi me déposa à l'entrée principale et, après avoir demandé à la réception, je me dirigeais vers la chambre de Julien. À chaque pas, ma détermination faiblissait. Qu'allais-je lui dire? Qu'attendait-il que je lui dise? Quand j'arrivai à sa chambre, je m'arrêtai devant la porte. À travers la vitre, je vis un homme que je reconnus à peine. Pâle, le visage tuméfié, un bras dans le plâtre et des tubes connectés à son corps. Catherine était assise à côté de lui tenant la main. Elle ne me vit pas arriver. Je n'entrai pas. Je ne pouvais pas. Ou peut-être que je ne voulais pas. Je suis restée là, à observer cet homme brisé, cette mère qui, malgré tout, restait à ses côtés. Était-ce de l'amour qui les unissait? Ou de la dépendance? De la manipulation? Je n'étais plus sûre de rien. J'étais sur le point de partir quand Catherine leva les yeux et me vit. Son visage se transforma, se durcissant. Elle se leva et sortit dans le couloir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffla-t-elle. « Sophie m'a appelée, » répondis-je simplement. « Oh, elle a dit que Julien demandait après moi. Et tu accours? Après ce que tu as fait ?» Je la regardais, incrédule. « Ce que j'ai fait? Tu veux dire découvrir votre mensonge? Ne pas vous permettre de m'humilier sans conséquence ?» Catherine se rapprocha, baissant la voix. « Tout ça, c'est de ta faute. Il allait bien avant que tu n'apparaisses avec tes accusations. Nous étions en train de reconstruire nos vies. Basées sur un mensonge ?» demandai-je en gardant mon calme. « Sur une fantaisie? Il était heureux !» s'exclama Catherine. « Tu ne comprends pas? Il était plus heureux en croyant qu'il avait gagné, en croyant qu'il s'était enfin débarrassé de toi. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Pas pour ce qu'il disait sur moi, mais pour ce qu'il révélait sur elle, sur sa relation avec Julien. Catherine ne voyait pas son fils comme un adulte capable d'affronter la réalité, mais comme un enfant qu'il fallait protéger avec des mensonges réconfortants. « Catherine, » dis-je doucement, « ça, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et ça détruit ton fils. » Je vis quelque chose dans ses yeux. Du doute, de la peur, mais cela s'évanouit rapidement, remplacé par la même hostilité de toujours. « N'ose pas me parler d'amour, » lança-t-elle. « Toi, qui l'as abandonné quand il avait le plus besoin de toi. Il m'a chassée, lui rappelai-je. Il m'a jetée à la rue comme un déchet. Parce qu'il savait que tu n'étais pas bonne pour lui, insista-t-elle. Je l'ai toujours su, depuis le premier jour. Je compris alors qu'il n'y avait rien que je puisse dire, rien que je puisse faire pour changer cette femme. Sa vérité était immuable, imperméable aux faits, à la logique, à la réalité même. « Dis à Julien que je suis venue, » dis-je finalement, « et que je lui souhaite un prompt rétablissement. » Je fis demi-tour et me dirigeai vers l'ascenseur. Catherine ne me suivit pas, ne dit rien de plus, mais je sentis son regard planté dans mon dos, plein d'une haine que je ne comprendrais jamais complètement. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. J'hésitais avant de répondre. « Allô ? Hélène. » La voix de Julien était faible, brisée. « Ma mère m'a dit que tu es venue. »« Oui, » répondis-je. « Sophie m'a appelée. »« Merci, » dit-il, et je pouvais entendre l'effort que lui coûtait de parler. « J'avais besoin de te dire quelque chose. »« Je t'écoute, » dis-je en m'asseyant sur le lit. « Le mensonge, » commença-t-il, et sa voix se brisa. « Le mensonge me tue, Hélène. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus continuer à faire semblant. »« Alors arrête de le faire, » répondis-je simplement. « Dis la vérité à ta mère, à tes amis, à toi-même. »« J'ai peur, » admit-il, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que je parlais au vrai Julien, pas à la version que sa mère ou la société attendèrent de lui. « J'ai peur de décevoir tout le monde. Tu l'as déjà fait, » dis-je, sans cruauté, constatant simplement un fait. « Mais tu peux encore te reconstruire, Julien. Tu peux encore décider quel genre d'homme tu veux être. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Quand il reprit la parole, sa voix semblait différente, plus claire, plus décidée. « Je vais le faire, » dit-il. « Je vais affronter la vérité. Pour moi, pas pour toi, pas pour ma mère. Pour moi. J'en suis heureuse, » répondis-je. Et c'était vrai. Malgré tout, je ne lui voulais aucun mal. Je voulais juste que ce cauchemar se termine. Pour nous deux. « Hélène »
ajouta-t-il avant de raccrocher. Je suis désolée. Pour tout. Je sais, dis-je, et je raccrochai. Cette nuit-là, je dormis profondément, sans rêve, pour la première fois depuis des mois, comme si une partie de mon être savait que quelque chose avait changé, que les fissures dans l'empire de mensonges de Julien le faisaient enfin s'effondrer, et de ces ruines, peut-être, quelque chose de nouveau pourrait émerger, quelque chose de réel. La chute de Julien fut rapide et douloureuse à observer, même de loin. La nouvelle de sa supercherie se répandit comme une traînée de poudre dans notre cercle social. Son cabinet d'ingénierie, l'un des plus prestigieux de Lyon, lui demanda de prendre un congé à durée indéterminée. Son frère Miguel, avec qui il avait toujours eu une relation tendue, lui retira la parole quand il apprit comment il m'avait traité. Même son ami Pierre, qui m'avait contacté, prit progressivement ses distances. Moi, au contraire, je commençais à me reconstruire lentement. Mon exposition Mirage n'avait pas seulement été un succès local, mais une importante galerie de Paris s'intéressa à la présenter dans la capitale. Martin, mon patron, était euphorique. « C'est ton moment, Hélène », me dit-il un soir, alors que nous fermions la galerie. « Toute cette douleur, cette trahison, tu l'as transformée en art, en quelque chose de beau et de puissant. » C'était vrai. Mes tableaux, sombres mais porteurs d'espoir, parlaient de trahison, mais aussi de résilience, de renaissance de ses cendres. J'y avais canalisé toute ma douleur, toute ma rage, toute ma confusion. Et les gens se connectaient à cette honnêteté brute. Ma nouvelle série, que j'avais intitulée « L'or des fous », attirait de plus en plus d'attention. J'utilisais des dorures et des paillettes qui, sous une certaine lumière, se révélaient être de simples imitations, comme des mirages. C'était une métaphore de mon mariage, des promesses vides, des apparences trompeuses. Un mardi matin, alors que je préparais les toiles pour ma prochaine œuvre, je reçus un appel de Lucie, mon avocate. « Hélène, il faut qu'on parle », dit-elle sans préambule. « Il y a eu un revirement dans ton affaire de divorce. » Nous nous retrouvâmes dans un café près des Halles Paul Bocuse. Lucie arriva avec un dossier sous le bras et une expression que je ne sus interpréter. « Julien a retiré toutes ses demandes », annonça-t-elle sans détour. « Il ne veut rien, ni la maison, ni la voiture, ni même ses effets personnels. Il dit que tout appartient de droit. » Je restai sans voix. Après tout ce qui s'était passé, c'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Pourquoi ferait-il une chose pareille ? Demandai-je finalement. Je ne sais pas, répondit Lucie. Mais son avocat a mentionné qu'il est en thérapie, qu'il veut faire les choses bien cette fois. Je ressentis un étrange mélange d'émotions. Du soulagement, bien sûr. La procédure de divorce serait plus simple, mais aussi une profonde tristesse. Qu'est-ce qui avait poussé Julien à ce point ? Essayait-il vraiment de changer ? Ou était-ce une autre manipulation ? Il y a plus, continua Lucie. Il a signé une déclaration avouant qu'il n'a jamais gagné au loto, que tout était un montage pour te chasser de la maison sans avoir à affronter un divorce normal. Une confession par écrit ? Demandai-je, incrédule. Oui, il dit qu'il veut que tout le monde sache la vérité, qu'il est fatigué de vivre dans un mensonge. Je sortis de la réunion avec Lucie en me sentant étrangement légère. Pas tant pour les aspects pratiques du divorce que pour la validation. Julien avait admis son mensonge, non seulement à moi, mais au monde entier. Ce n'était plus moi contre lui et sa mère. C'était la vérité, pure et simple. Cet après-midi-là, alors que je peignais dans mon atelier, je reçus une visite inattendue. Sophie, la sœur de Julien, était à ma porte. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle timidement. Je la laissai entrer, lui offrant un thé qu'elle accepta avec des mains tremblantes. « Je suis venue m'excuser, » dit-elle finalement, « de ne pas avoir vu ce qui se passait, de ne pas avoir été de ton côté quand tout est arrivé. Tu n'avais pas à l'être, » répondis-je. « C'est ton frère, mais tu étais comme une sœur pour moi aussi, » insista-t-elle, « et je t'ai laissée seule quand tu avais le plus besoin de moi. » Je lui souris avec tendresse. Sophie avait toujours été la plus sensible de la famille, la plus empathique, mais aussi la plus influençable, surtout par Catherine. « Comment va Julien ?» demandai-je, sincèrement intéressée. « Mieux, » répondit-elle. « La thérapie l'aide. Il a coupé les ponts avec maman, du moins temporairement. » Cela me surprit. Julien avait toujours été sous l'aile protectrice de Catherine. Rompre ce lien avait dû être déchirant pour eux deux. « Il dit qu'il a besoin de se trouver, » continua Sophie. «
de découvrir qui il est vraiment sans l'influence de maman, sans les attentes des autres. « Je suis contente pour lui », dis-je, et c'était vrai. Malgré tout, je ne lui en voulais pas. Je voulais juste que nous puissions tous les deux aller de l'avant, guérir, trouver la paix. « Il a vu ton exposition », ajouta Sophie, avec un petit sourire. « Pas en personne, bien sûr, mais il a vu les photos dans le journal. Il dit que tu es brillante, que tu l'as toujours été. » Je ne sus que répondre à cela. Une partie de moi voulait ressentir de la satisfaction, mais en réalité, je ne ressentais qu'une profonde mélancolie pour ce qui aurait pu être, pour ce que nous avions perdu. Après le départ de Sophie, je me plongeais dans mon travail avec une énergie renouvelée. La série « L'or des fous » était presque terminée, et je planifiais déjà mon prochain projet. Quelque chose de différent, de plus lumineux, qui reflèterait non seulement la douleur surmontée, mais aussi l'espoir, l'avenir. Le samedi, la galerie était pleine pour le finissage de mon exposition. Critiques, collectionneurs, amis, tous s'étaient rassemblés pour voir mes œuvres une dernière fois, avant que certaines ne voyagent à Paris. Je me sentais nerveuse mais excitée, fière de ce que j'avais accompli à partir de ma douleur. Au milieu de la réception, alors que je discutais avec un critique d'art, je vis une silhouette familière à l'entrée. Catherine. Elle était seule, vêtue de noir. Elle paraissait plus petite, plus fragile que dans mes souvenirs. Nos regards se croisèrent à travers la salle. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement une immense tristesse. Je m'excusai auprès du critique et m'approchai d'elle. « Catherine », saluai-je en gardant mes distances. « Tes tableaux sont impressionnants », dit-elle sans préambule. « J'ai toujours su que tu avais du talent. » C'était la dernière chose que je m'attendais à entendre d'elle. « Merci », répondis-je, déconcertée. « Je suis venue m'excuser », continua-t-elle, d'une voix à peine audible. « Pour ma part dans tout ça, de ne pas avoir vu ce que je faisais à mon fils, à toi, à votre relation. » Je la regardais, cherchant des signes de fausseté, de manipulation. Mais je ne vis qu'une femme âgée, fatiguée, rongée par le remords. « Julien va mieux sans moi », ajouta-t-elle. « Je le sais maintenant. J'ai toujours voulu le protéger. Mais tout ce que j'ai fait, c'est l'étouffer, le contrôler. Il n'est jamais trop tard pour changer, Catherine, dis-je, me surprenant moi-même par la compassion dans ma voix. Pour guérir les relations. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, répondit-elle, avec un sourire triste. Certaines blessures sont trop profondes. Avant que je puisse répondre, elle fit demi-tour et sortit de la galerie, se perdant dans la foule du samedi après-midi dans le centre de Lyon. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, je restais seule dans la galerie, contemplant mes œuvres. Chacune racontait une partie de mon histoire, de ma douleur, de mon chemin vers la guérison, mais aussi de ma force, de ma capacité à transformer la souffrance en beauté. Le lendemain, je reçus une offre pour exposer à Marseille, puis une autre pour Strasbourg. Mon nom commençait à résonner dans le monde de l'art français. Martin m'offrit de devenir son associé dans la galerie, reconnaissant que mon travail attirait de nouveaux clients, de nouveaux talents. « Tu es une survivante, Hélène », me dit-il un après-midi, alors que nous signions les papiers. Et les gens réagissent à ça, à ton authenticité, à ta vulnérabilité, à ta force. Et c'est ainsi que, 6 mois après que Julien m'eut chassée de notre maison, je me retrouvais debout devant une salle comble, au centre Pompidou à Paris, racontant mon histoire, non pas pour lui faire honte, mais pour me libérer moi-même. L'art naît de la douleur autant que de la joie, dis-je au public attentif, de la trahison autant que de la loyauté, de la perte autant que de la découverte. L'important n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous le transformons, comment nous le réinterprétons, comment nous le transcendons. Je vis des visages hocher la tête, des yeux s'embuer. Mon histoire résonnait parce qu'elle était universelle. Nous avions tous été trahis un jour. Nous avions tous senti le sol se dérober sous nos pieds. Nous avions tous dû nous reconstruire à partir des décombres. Après la conférence, une jeune femme s'approcha de moi. Elle avait les yeux rougis par les larmes. « Votre histoire m'a donné de l'espoir », dit-elle. « Je traverse quelque chose de similaire et je croyais qu'il n'y avait pas d'issue, que je ne redeviendrais jamais moi-même. » Je lui pris les mains entre les miennes. « Il y en a une », lui assurai-je. « Et tu seras plus forte, plus sage, plus compatissante grâce à ça. La douleur nous enseigne si nous sommes prêts à apprendre. » Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'hôtel,
Je regardais par la fenêtre le Paris nocturne, avec ses lumières scintillantes, son énergie infatigable. Je pensais à tout ce que j'avais perdu et à tout ce que j'avais gagné, à comment, parfois, nous avons besoin de tout perdre pour nous trouver nous-mêmes. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin des excuses de Julien. J'avais tout ce dont j'avais besoin, dès l'instant où j'ai cessé de croire que j'étais le problème. Les mois passèrent comme les pages d'un livre que je ne pouvais lâcher. Ma vie avait pris une direction que je n'aurais jamais imaginée ce dimanche fatidique où Julien était entré dans notre cuisine en agitant un faux billet de loto. De victime à survivante, d'épouse trahie à artiste reconnue. L'automne arriva à Lyon avec sa lumière dorée et ses nuits de plus en plus fraîches. Mon exposition à Paris avait été un véritable succès et je préparais maintenant une nouvelle série intitulée « Renaissance », plus lumineuse, plus porteuse d'espoir que mes œuvres précédentes. Je n'avais plus besoin de la douleur comme carburant. J'avais appris à créer à partir de la paix, de l'acceptation. J'ai acheté un petit appartement en dernier étage dans le Vieux-Lyon, avec une terrasse d'où je pouvais voir les tours de la cathédrale Saint-Jean. Je l'ai décoré à mon goût, sans avoir à consulter personne, sans compromis. Chaque objet, chaque couleur, chaque texture était un choix conscient, une affirmation de ma nouvelle identité. Anne, ma fidèle amie, me rendait souvent visite. « Je ne t'ai jamais vue aussi sereine », me dit-elle un après-midi alors que nous partagions une bouteille de vin sur ma terrasse. « C'est comme si tu avais enfin trouvé ta place. »« C'est plus que ça », répondis-je en contemplant le coucher de soleil qui teignait le ciel d'orange et de pourpre. « C'est comme si je m'étais enfin trouvée moi-même. » De Julien, je savais peu de choses, et je préférais qu'il en soit ainsi. Selon ce que me racontait Sophie, avec qui j'avais gardé une relation cordiale, il avait déménagé à Bordeaux pour commencer une nouvelle vie. Il travaillait dans une petite société de conseil, rien d'aussi prestigieux que son ancien poste, mais apparemment, cela lui apportait la paix. Il continuait sa thérapie et avait repris de vieilles passions qu'il avait abandonnées pendant notre mariage, la photographie, la randonnée, la lecture. Catherine, de son côté, s'était retirée à Cassis, dans un petit appartement face à la mer. Sophie disait qu'elle était plus calme, plus réfléchie, comme si la tempête qui semblait toujours l'habiter s'était enfin apaisée. Julien lui rendait visite de temps en temps, mais leur relation, bien que réparée, ne serait jamais plus la même. Certaines blessures laissent des cicatrices permanentes. Un jeudi après-midi, alors que je sélectionnais des œuvres pour une exposition collective à Marseille, je reçus un appel d'un numéro inconnu. « Hélène Roland ?» demanda une voix masculine que je ne reconnus pas. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Alexandre Vargas. Je suis rédacteur en chef pour Art & Vie. Nous préparons un dossier spécial sur les artistes émergents et votre histoire nous a fascinés. Nous aimerions vous interviewer en profondeur. » Art & Vie était l'une des revues d'art les plus prestigieuses de France. Une interview là-bas pourrait propulser ma carrière au niveau international. « Bien sûr, » répondis-je, en essayant de maîtriser mon émotion. « J'en serais ravie. »« Excellent, » dit Alexandre. « Il y a autre chose. » L'interview ferait partie d'un reportage plus large sur la manière dont les expériences traumatisantes peuvent se transformer en expression artistique. Nous avons également contacté votre ex-mari, Julien Moreau. Mon cœur fit un bond. « Julien ? Pourquoi ? » ?»« Pour offrir les deux perspectives, » expliqua-t-il. Il a accepté de parler de la façon dont son propre mensonge l'a détruit et comment il essaie maintenant de reconstruire sa vie. Nous pensons que c'est une histoire puissante sur la rédemption et les conséquences. Je ne sus que répondre. D'un côté, l'opportunité professionnelle était imbattable. De l'autre, l'idée que mon histoire et celle de Julien s'entremêlent à nouveau, même sur papier, me causait un profond malaise. « J'ai besoin d'y réfléchir, » dis-je finalement. « Puis-je vous donner une réponse dans quelques jours ?»« Bien sûr, » répondit Alexandre. « Prenez votre temps. » Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je me tournais et me retournais dans mon lit, pensant à Julien, à ce que nous avions été, à ce que nous étions maintenant. Étais-je prête à le revoir, ne serait-ce qu'à travers les pages d'un magazine, à ce que nos vies se croisent à nouveau, même de manière tangentielle. À l'aube, je pris une décision. J'appelai Alexandre et lui dis que j'acceptais l'interview, mais à une condition. Je ne voulais rien lire ni savoir de la partie de Julien. Non par rancune, mais pour ma tranquillité d'esprit. Il accepta. L'interview eut lieu dans mon atelier 2 semaines plus tard. Je parlais avec honnêteté de mon expérience, de la façon dont l'art m'avait sauvée,
de comment j'avais appris à transformer la douleur en beauté. Je ne mentionnais Julien que le strict nécessaire, non pas pour le cacher, mais parce qu'il n'était plus le centre de mon histoire. Il n'était qu'un chapitre, important, mais pas déterminant. Le reportage fut publié 1 mois plus tard. Je ne lus pas la partie de Julien, comme je l'avais demandé, mais des amis et des connaissances le firent, et tous étaient d'accord. Il s'était montré repentant, humble, sincère dans son désir de rédemption. Il avait assumé toute la culpabilité, avait défendu mon talent, m'avait souhaité publiquement de trouver tout le bonheur que je méritais. Une partie de moi voulut le lire alors, mais je me retins. Non par orgueil ou par peur, mais parce que je compris que je n'en avais plus besoin. Je n'avais pas besoin de sa validation, de son repentir, de sa bénédiction. Ma vie était la mienne, et seulement la mienne, à définir comme je le voulais. Le printemps suivant, je reçus une invitation pour exposer dans une prestigieuse galerie de Paris. C'était le rêve de tout artiste, une opportunité que je ne pouvais refuser. Je passais des mois à me préparer, à créer de nouvelles œuvres, à perfectionner ma technique. Le thème de l'exposition serait « Métamorphose », un parcours de mon évolution artistique et personnelle. La veille de mon départ pour Paris, alors que je faisais mes valises, je reçus un message de Sophie. C'était une photo d'un journal local de Bordeaux. On y voyait Julien inaugurant un petit studio de photographie. Il avait l'air différent, plus mince, barbu, avec un sourire qui semblait authentique. Le titre disait « D'ingénieur à photographe, un changement de vie inspirant ». « J'ai pensé que tu voudrais voir », écrivit Sophie. « Il va mieux, différemment. Je crois qu'il a enfin trouvé son chemin. » Je lui répondis par un simple « Merci », et je le pensais sincèrement. J'étais reconnaissante, pas seulement pour l'information, mais pour le sentiment que cela provoqua en moi, un calme absolu, ni ressentiment, ni nostalgie, ni même curiosité, juste une tranquille acceptation que nous avions tous les deux avancé, que la vie continue, que les blessures guérissent. Paris fut un rêve. Mon exposition reçut des critiques enthousiastes, et 3 de mes œuvres furent acquises par un important collectionneur. Je passai 1 mois dans la ville lumière, absorbant son énergie, visitant des musées, rencontrant d'autres artistes. Je me sentais vivante, épanouie, dans mon élément. Un après-midi, alors que je me promenais à Montmartre, je vis un couple de personnes âgées assis sur un banc. Ils devaient avoir 80 ans ou plus. Ils étaient en silence, les mains entrelacées, contemplant la ville à leurs pieds. Ils n'avaient pas besoin de parler. Il y avait une compréhension silencieuse entre eux, une connexion qui transcendait les mots. Je me demandais si un jour je trouverais quelque chose de semblable. Pas nécessairement un amour romantique, mais cette paix partagée, cette acceptation mutuelle, ce silence complice. Et pour la première fois, l'idée ne me provoqua ni anxiété ni hâte. Si cela arrivait, tant mieux. Sinon, ma vie continuerait d'être riche, pleine, significative. De retour à Lyon, je repris ma routine avec une énergie renouvelée. La galerie, désormais partiellement mienne, prospérait. Mes œuvres se vendaient de bien, et j'avais commencé à donner des cours dans une école d'art locale. J'aimais partager mon expérience avec de jeunes artistes, voir leurs yeux s'illuminer lorsqu'ils trouvaient leur voix, leur style, leur but. Un dimanche matin, près de 2 ans après ce jour fatidique, je sortis me promener dans le parc de la Tête d'Or. Le parc était rempli de familles, de coureurs, de gens promenant leurs chiens. Le printemps avait explosé dans toute sa gloire, et l'air sentait les fleurs et les possibilités. Et puis je le vis. Julien était de l'autre côté du parc, ajustant un appareil photo sur un trépied. Il ne me vit pas. Il était concentré sur sa tâche, le front légèrement plissé, comme il le faisait toujours quand quelque chose exigeait toute son attention. Il avait les cheveux plus longs, une barbe bien taillée, des vêtements décontractés. Il avait l'air différent, mais aussi familier. Je ne m'approchai pas, je ne saluai pas, je ne fis aucun geste pour attirer son attention. Je continuais simplement à marcher, laissant la distance entre nous grandir, permettant à nos chemins de suivre leur cours séparés. Parce que la vérité, c'est que, parfois, la justice n'est ni bruyante ni dramatique. Parfois, c'est simplement la paix, et le son de vos propres pas s'éloignant du feu, sans regarder en arrière. Cet après-midi-là, dans mon atelier, je commençais un nouveau tableau. Il n'avait pas encore de titre,
Mais je savais ce que je voulais exprimer. Le silence comme forme de libération, comme espace où habite la paix, comme langage universel qui transcende les mots, les promesses, les mensonges. Alors que j'appliquais les premiers coups de pinceau, je ressentis un calme profond, une certitude inébranlable que tout était exactement comme il devait être. Ma vie, mon art, mon cœur, tout à sa place, tout en son temps, tout en paix. Et ainsi, à chaque coup de pinceau, à chaque couleur, à chaque texture, je scellais la fin d'une histoire et le début d'une autre, la mienne, uniquement la mienne, écrite selon mes termes, peinte avec mes couleurs, vécue avec ma vérité. Le silence qui fut autrefois imposé était maintenant choisi. Le silence qui fit autrefois mal guérissait maintenant. Le silence qui signifia autrefois l'absence représentait maintenant la plénitude, parce qu'il y a des silences qui détruisent et des silences qui construisent, des silences qui étouffent et des silences qui libèrent. Et j'avais appris à les distinguer, à cultiver les seconds, à les transformer en art, en vie, en moi-même. Le silence que Julien méritait n'était ni punition ni indifférence. C'était simplement la reconnaissance que nos histoires, bien qu'entrelacées dans le passé, suivaient maintenant des chemins différents. Et c'était bien ainsi, pour lui, pour moi, pour tout le monde. Dans ce silence, dans cette distance, dans cette paix, je trouvais enfin la réponse à la question qui m'avait tourmentée si longtemps. Comment surmonte-t-on la trahison ? Non pas en oubliant, non pas en pardonnant nécessairement, mais en transcendant, en transformant la douleur en but, la trahison en sagesse, la perte en gain. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur Lyon, avec ma toile devant moi et mon cœur en paix, je sus que j'avais gagné. Pas contre Julien, pas contre Catherine, mais contre la peur, contre le doute, contre la croyance que ma valeur dépendait de quelqu'un d'autre. J'avais gagné ma liberté, ma voix, ma vérité. Et ça, plus que n'importe quel loto, était le vrai prix.